Ce matin-là, mon mari s'est envolé pour l'étranger avec sa maîtresse. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit, « Tu vas regretter ce voyage. » Il a ri, a retiré son alliance et l'a posée sur la table. Vraiment? Je ne reviens même pas. Puis il est parti. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était lui. Sa voix tremblait. Le plus étrange, c'est que lorsque mon mari m'a finalement quitté, je n'ai pas pleuré. Ni à l'aéroport, ni dans le parking couvert ensuite. Ni même pendant les 40 minutes de route pour rentrer chez nous à Nippville, dans l'Illinois. Pendant 18 ans, j'avais imaginé des dizaines de scénarios. Dans certains, je lui criais dessus. Dans d'autres, je le suppliais de rester. Parfois, je jetais ses vêtements dans le jardin pendant que les voisins observaient à travers leurs rideaux. Mais quand le moment est enfin arrivé, j'ai ressenti quelque chose de complètement différent. Du soulagement. Le genre de soulagement qui s'installe dans vos os après avoir porté un poids si longtemps que vous avez oublié ce que cela fait de se tenir droit. Je m'appelle Claire Thompson et à 42 ans. J'avais passé près de la moitié de ma vie mariée à Eric. Quand nous nous sommes rencontrés, il était charmant comme le sont beaucoup d'hommes jeunes et ambitieux. Il avait de l'assurance, de l'énergie et des rêves qui semblaient plus grands que la vie elle-même. J'admirais cela chez lui. Je croyais en lui. Plus important encore, je croyais en nous. Nous nous sommes mariés quand nous étions tous les deux dans la vingtaine. À l'époque, nous n'avions pas grand-chose. Notre premier appartement était un petit 2 pièces au-dessus d'une teinturerie. La plomberie faisait du bruit chaque fois que les voisins prenaient une douche. Et en hiver, l'air froid s'infiltrait par les fenêtres malgré toutes les serviettes que nous glissions en dessous. Pourtant, ce furent certaines des années les plus heureuses de ma vie. Nous travaillions dur, nous planifions, nous faisions des sacrifices. Et lentement les choses se sont améliorées. Eric a construit une carrière réussie dans la vente commerciale. Je travaillais dans l'administration financière avant de passer au conseil. Ce qui me permettait de passer plus de temps avec notre fille Lily. Ensemble, nous avons acheté notre première maison, puis une plus grande. Puis une propriété au bord d'un lac dans le Wisconsin. De l'extérieur, nous ressemblions à l'une de ces familles que l'on voit dans les publicités de magazines. Réussie, stable, heureuse. La vérité était plus compliquée. Le changement s'est produit progressivement. Au début, Eric est simplement devenu plus occupé. Puis cette occupation s'est transformée en distance. La distance est devenue du dédain. Et le dédain est finalement devenu de la cruauté. Pas de la cruauté physique. Jamais cela. Sa cruauté prenait des formes plus petites, plus sophistiquées, le genre qui ne laisse pas de bleu. Il m'interrompait chaque fois que je parlais. Il levait les yeux au ciel quand j'exprimais des préoccupations. Il agissait comme si chaque réussite lui appartenait à lui seul. Si quelqu'un complimentait notre maison, il disait « J'ai travaillé dur pour ça ». Si quelqu'un admirait notre mode de vie, il parlait de sa carrière. Rarement mentionnait-il les innombrables heures que j'avais passées à gérer nos finances. À superviser les investissements, à m'occuper des impôts, à payer les factures. À rechercher des opportunités et à protéger discrètement notre avenir. Au début, je l'ignorais. Le mariage a ses saisons. C'est du moins ce que je me disais. Puis un soir, environ 6 mois avant que tout s'effondre, j'ai trouvé la première preuve irréfutable. Eric avait laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il prenait sa douche. Je ne fouinais pas, du moins pas intentionnellement. Un message est apparu sur l'écran, un emoji cœur, puis un autre. Puis des mots qu'aucune épouse ne devrait jamais avoir à lire. Mon estomac s'est noué. Pendant un instant, j'ai pensé que je pouvais me tromper. Ce n'était pas le cas. Au cours des semaines suivantes, la vérité est devenue impossible à nier. La femme s'appelait Vanessa. Elle travaillait dans son bureau. Elle était plus jeune que lui d'une quinzaine d'années. La relation n'était pas nouvelle. Cela durait depuis des mois, peut-être plus longtemps. Je me souviens d'être resté seul dans ma voiture devant un supermarché un après-midi.
fixant le volant pendant que la pluie tapotait doucement contre le pare-brise. J'aurais pu le confronter immédiatement. La plupart des gens l'auraient fait. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qu'Eric n'avait jamais anticipé. Je suis devenue silencieuse. Très silencieuse. J'ai commencé à rassembler des informations. Pas parce que je voulais me venger. Parce que je voulais de la clarté. J'ai rencontré un avocat. Puis un autre. J'ai examiné les relevés de compte, les registres de propriété, les documents d'investissement, les fonds de retraite, les polices d'assurance, chaque détail. Plus je regardais, plus quelque chose devenait douloureusement clair. Eric avait passé des années à croire qu'il comprenait notre situation financière. Ce n'était pas le cas. Loin de là. La maison familiale avait été achetée avec des fonds d'un héritage que mes parents m'avaient laissé. La propriété au bord du lac était uniquement à mon nom. Plusieurs comptes d'investissement provenaient d'actifs que j'avais hérités des années auparavant. Tout était documenté. Tout était légal. Tout était transparent. Eric n'avait simplement jamais fait attention. Pourquoi l'aurait-il fait? Pendant des années, il avait supposé que je serais toujours là pour gérer les choses en coulisses. Comme un membre de l'équipe technique. Personne ne le remarque jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Les mois qui ont suivi m'ont changé. Pas parce que je suis devenue plus forte, mais parce que je suis devenue réaliste. J'ai arrêté d'essayer de sauver un mariage dont une seule personne voulait le sauver. J'ai arrêté de trouver des excuses à son comportement. J'ai arrêté de le protéger des conséquences. Pendant ce temps, Eric devenait de plus en plus audacieux. Il passait plus de nuits loin de la maison. Plus de voyages d'affaires, plus d'excuses, plus de mensonges. Au moment où l'été est arrivé, il n'essayait même plus vraiment. Puis est venu le matin à l'aéroport O'Hare. Le matin où tout s'est enfin terminé. Vanessa se tenait à quelques mètres, faisant semblant de ne pas nous observer. Elle avait l'air mal à l'aise. Pas coupable. Juste mal à l'aise. Eric a posé son café et m'a regardé avec l'assurance d'un homme qui croyait détenir tout le pouvoir. Claire, a-t-il dit, semblant presque agacé. Ça n'a pas besoin d'être dramatique. Je me souviens d'avoir étudié son visage. Le visage que j'avais aimé pendant 18 ans. Le visage qui ne me semblait plus familier. Puis j'ai prononcé les mots qui étaient restés tranquillement en moi pendant des semaines. Tu vas regretter ce voyage. Il a ri. Il a vraiment ri. Puis il a retiré son alliance. Comme ça. 18 ans réduit à un morceau de métal posé sur une table de café. Vraiment, a-t-il dit. Je ne reviens même pas. Pendant une seconde, j'ai pensé que je pourrais ressentir de la colère. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la pitié parce qu'il n'avait vraiment aucune idée de ce qu'il attendait. Il a pris sa valise, s'est retourné et est parti. Vanessa l'a suivi. Aucun des deux n'a regardé en arrière. J'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la foule. Puis j'ai ramassé l'alliance. Pas parce que je la voulais, mais parce que quelqu'un devait nettoyer après lui. Une dernière fois. En me dirigeant vers le parking couvert, mon téléphone a vibré. C'était un message de mon avocat. Tout était prêt. Les documents pouvaient être déposés à tout moment. J'ai fixé l'écran pendant plusieurs secondes. Puis j'ai tapé 4 mots simples, vas-y, dépose-les. Dehors, un avion traversait le ciel du matin. Quelque part à l'intérieur se trouvait mon mari, convaincu qu'il volait vers la liberté. Il n'avait aucune idée qu'il volait en réalité vers l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Le matin après le départ d'Eric, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Cela m'a surprise. Je m'attendais à du chagrin, peut-être même à de la panique. Après tout, 18 ans de mariage ne disparaissent pas simplement du jour au lendemain. Peu importe à quel point une relation est endommagée. Il y a des habitudes qui s'installent dans votre vie comme des meubles. On s'habitue à certains sons, à certaines routines, à certaines attentes. Pendant des années, j'avais écouté les pas d'Eric descendre le couloir chaque matin. Ce jour-là, il n'y avait pas de pas, pas de douche qui coulait à l'étage.
Pas de télévision diffusant des nouvelles financières en arrière-plan, juste le silence. Et pour la première fois depuis très longtemps, le silence semblait paisible. Je me suis réveillé vers 7 heures. Me suis préparé une tasse de café et me suis assise à l'îlot de la cuisine pendant que la lumière du soleil entrait par les fenêtres. La maison semblait différente, plus légère d'une certaine façon. Comme si les murs eux-mêmes avaient enfin expiré. J'étais à mi-chemin pour répondre aux emails quand mon téléphone a commencé à sonner. L'identifiant de l'appelant affichait le nom d'Eric. Je l'ai fixé. Pendant un moment, j'ai envisagé de laisser aller sur la messagerie vocale. Au lieu de cela, j'ai répondu. Allô. La voix à l'autre bout du fil ne ressemblait presque plus à la sienne. Claire. J'ai froncé les sourcils. Sa voix tremblait. Pas en colère. Pas irritée. Tremblante. Eric. Une longue pause a suivi. Puis il a parlé à nouveau. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Je me suis adossé à ma chaise. Pendant plusieurs secondes, je n'ai rien dit. Pas parce que j'essayais d'être dramatique. Parce que je ne comprenais vraiment pas ce qu'il voulait dire. De quoi parles-tu? Sa respiration semblait irrégulière, presque paniquée. Mes cartes ne fonctionnent pas. J'ai cligné des yeux. Quoi? Mes cartes de crédit, a-t-il dit. Toutes sans exception. L'hôtel dit que le paiement a été refusé. La société de location de voiture a appelé. Il y a un problème avec les comptes. Soudain, tout a pris sens. J'ai regardé par la fenêtre. Un écureuil courait sur la clôture du jardin. La vie continuait exactement comme d'habitude. Pendant ce temps, quelque part en Europe, le monde d'Eric commençait à s'effondrer. J'ai pris une autre gorgée de café. Il n'y a rien qui cloche avec les comptes. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas y accéder? Parce qu'ils ne sont plus tes comptes. Silence, puis une inspiration brusque. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai gardé ma voix calme. La même voix calme que j'avais pratiquée avec mon avocat d'innombrables fois. Ça veut dire que les comptes joints ont été légalement séparés. Séparés? Oui. Claire, de quoi diable parles-tu? J'ai fermé les yeux brièvement. Voilà. Le ton familier. L'hypothèse que je lui devais des explications. L'hypothèse que la réalité devrait se réorganiser autour de ses attentes. Eric, ai-je dit doucement. J'ai demandé le divorce hier. Pendant plusieurs secondes, tout ce que j'ai entendu était sa respiration. Puis est venue une série de jurons. Assez fort pour que je doive éloigner le téléphone de mon oreille. Quand il s'est enfin arrêté, je suis restée silencieuse. Finalement, il a demandé, « Tu as déposé hier ?» Oui. Tu avais tout planifié. J'ai presque ri. Planifié? Bien sûr que j'avais planifié. Les adultes responsables planifient les décisions majeures de la vie. Surtout après avoir découvert que leur conjoint a une liaison. Je m'y suis préparé, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Sa voix s'est élevée. Tu as attendu que je quitte le pays. Non. Je me suis levé et ai porté mon café vers le salon. J'ai attendu que tu fasses ton choix. Le silence qui a suivi semblait différent. Il n'écoutait pas. Il calculait. Essayant de comprendre ce que cela signifiait, essayant d'estimer les dommages. Essayant de reprendre le contrôle. Finalement, il a posé la question que j'attendais. Combien d'argent as-tu déplacé? Voilà. Pas d'excuses, pas d'inquiétude pour notre mariage, pas de regrets. De l'argent. Je me suis assise sur le canapé. L'argent qui m'appartient reste où il doit être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que ça semble vouloir dire. Une autre pause. Puis j'ai entendu une deuxième voix en arrière-plan. Vanessa. Elle semblait anxieuse, comme si elle lui posait des questions. Comme si elle commençait à réaliser que les vacances de luxe qu'elle attendait pourraient ne pas être aussi luxueuses que prévu.
Cette pensée aurait été amusante si la situation n'avait pas été si triste. Claire, a dit Eric en baissant la voix. Dis-moi juste ce qui se passe. Je l'ai déjà fait. Non, tu ne l'as pas fait. Sa frustration grandissait. Tu as déplacé de l'argent. Tu m'as bloqué l'accès au compte. J'ai séparé les finances. Tu as tout gelé. J'ai suivi les conseils juridiques. Tu ne peux pas simplement faire ça. En fait, je peux. La vérité l'a frappé par étapes. Je pouvais l'entendre se produire, comme de la glace qui craque sur un lac gelé. Lent, irrégulier, dangereux. Puis sa voix a changé. L'assurance avait disparu. Et la maison? Mon avocat avait prédit cette question exacte. J'ai presque souri. Quoi, la maison? La maison. Quoi, la maison, Eric? Une autre longue pause. C'est notre maison. J'ai regardé autour du salon. La maison que l'héritage de mes parents avait aidé à acheter. La maison que j'avais passé des années à entretenir. La maison qu'il avait à peine remarquée sauf quand quelque chose avait besoin d'être réparé. En fait, ai-je dit, tu devrais lire les documents. Le silence est devenu encore plus long. Puis j'ai entendu quelque chose bruisser. Du papier. Apparemment, il avait déjà reçu le paquet juridique par voie électronique. Il ouvrait des fichiers tout en me parlant. Quelques instants plus tard, sa respiration a changé. Il avait trouvé les registres de propriété. Je savais le moment exact parce que sa voix est soudain devenue très petite. Qu'est-ce que c'est? L'acte? Non. Plus de papier, plus de clics, plus de confusion. Claire, sa voix s'est brisée. Pourquoi ton nom est-il le seul sur celui-ci? J'ai fixé les photographies de famille sur une étagère voisine. Des photos de vacances, d'anniversaires, de matins de Noël, une vie construite sur des décennies. Ça a toujours été comme ça. C'est impossible. Non. J'ai parlé doucement. C'est documenté. Il semblait sincèrement choqué. Pas parce que quelque chose d'impropre s'était produit. Mais parce qu'il n'avait jamais pris la peine de faire attention. Au cours des 10 minutes suivantes, il a découvert une surprise après l'autre. La propriété au bord du lac, plusieurs comptes d'investissement, divers actifs hérités. Rien n'était caché. Rien n'était secret. Tout avait existé exactement là où cela avait toujours été. La seule différence était qu'il regardait enfin. À un moment, il est redevenu en colère, m'accusant de tromperie, de manipulation, même de vengeance. J'ai écouté patiemment. Puis j'ai posé une question simple. As-tu déjà demandé une seule fois à examiner nos registres financiers? Il n'a pas répondu parce qu'il connaissait la vérité. Il ne l'avait jamais fait. Pendant des années, il avait supposé qu'il comprenait notre situation. L'assurance avait remplacé la curiosité, et l'arrogance avait remplacé la responsabilité. Finalement, sa colère s'est épuisée. Ce qui restait semblait bien pire. De la peur. Une vraie peur. Le genre qui apparaît quand quelqu'un réalise qu'il n'est peut-être pas aussi en sécurité qu'il le croyait. Avant de raccrocher, il a posé une dernière question. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? J'ai regardé vers la cuisine. L'alliance était toujours dans un tiroir où je l'avais placée après l'aéroport. Un si petit objet. Des conséquences si énormes. Puis j'ai répondu honnêtement, la même chose que tout le monde fait. Eric, vis avec tes choix. La ligne est devenue silencieuse. Quelques secondes plus tard, il a raccroché. Je suis resté assise là longtemps après, sans célébrer, sans sourire, juste en réfléchissant. Parce que malgré tout, il y avait eu un temps où j'avais aimé cet homme profondément. Il y avait eu un temps où entendre la peur dans sa voix m'aurait brisé le cœur. Maintenant, cela me rendait simplement triste. Plus tard cet après-midi-là, un autre email est arrivé. Celui-ci ne venait pas de mon avocat. Il provenait d'un service de notification de voyage lié à un compte de récompenses partagées. J'ai remarqué une nouvelle réservation de vol. Une passagère, Vanessa Carter. Départ.
Le lendemain matin, destination différente, itinéraire différent, pas de vol de retour avec Eric. J'ai fixé l'écran, puis fermé lentement mon ordinateur portable. La fantaisie commençait déjà à se fissurer, et Eric n'avait pas encore vu le pire. 3 jours après l'appel téléphonique d'Eric depuis l'Europe, j'en ai reçu un autre. Cette fois, il est venu peu après le dîner. Je venais de finir de laver la vaisselle et étais assise sur la terrasse arrière à regarder le coucher du soleil peindre le ciel de nuances d'orange et d'or. Les soirées d'été en Illinois avaient toujours été mes préférées. Il y avait quelque chose de réconfortant dans les sons familiers. Les arroseurs automatiques dans les jardins lointains, les enfants à vélo dans la rue. Les voisins promenant leurs chiens. La vie ordinaire. Le genre de vie que j'avais passé des années à essayer de protéger. Mon téléphone a vibré contre la table de la terrasse. Eric encore. J'ai envisagé de l'ignorer. Au lieu de cela, j'ai répondu, « Qu'y a-t-il, Eric ?» Pendant un moment, tout ce que j'ai entendu était le silence. Puis une voix fatiguée a dit, « Elle est partie. » Je savais déjà de qui il parlait. Vanessa. Ouais. J'ai regardé à travers le jardin. Le vieil érable se balançait doucement dans la brise du soir. D'une certaine façon, rien dans sa nouvelle ne me surprenait. Quand est-elle partie ? Ce matin. Sa voix semblait creuse, comme si quelque chose en lui s'était finalement brisé. Elle a réservé un vol et est partie. Je n'ai pas répondu immédiatement. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Après tout, Vanessa n'était pas la cause de la fin de notre mariage. Elle n'était que le symptôme d'un problème bien plus grand. Finalement, Eric a parlé à nouveau. Je pensais qu'elle m'aimait. La phrase est restée suspendue dans l'air. Triste, puéril, presque incroyable. Pendant des mois, il s'était convaincu qu'il vivait une grande histoire romantique. Il s'imaginait comme un homme assez courageux pour poursuivre le bonheur tout en ignorant commodément la destruction qu'il laissait derrière lui. Maintenant, la réalité était arrivée. La réalité est rarement romantique. Eric, ai-je dit doucement. Elle te connaissait à peine. Un autre silence a suivi. Puis il a ri. Un rire amer. Le genre de rire que les gens font quand ils reconnaissent enfin une vérité qu'ils évitaient. Peut-être que tu as raison. Peut-être. Le mot m'a presque fait sourire. Pendant des années, la certitude avait été son langage préféré. Maintenant tout était devenu peut-être. Peut-être qu'il n'était pas aussi réussi qu'il le pensait. Peut-être qu'il n'était pas aussi irrésistible qu'il le croyait. Peut-être que la vie qu'il avait abandonnée avait plus de valeur qu'il ne le réalisait. La conversation a dérivé pendant plusieurs minutes. Pour la première fois depuis longtemps, il n'essayait pas de gagner une dispute. Il n'essayait pas de dominer la discussion. Il semblait simplement fatigué. Très fatigué. Puis il a posé une question qui m'a prise au dépourvu. As-tu déjà cessé de m'aimer ? Je me suis adossé à ma chaise. La réponse n'était pas simple. Les gens imaginent que l'amour disparaît d'un coup. En réalité, il s'estompe souvent progressivement, comme la lumière du soleil à la fin de la journée. Degré par degré. Je ne pense pas, ai-je dit. Il est resté silencieux. Puis j'ai continué. Je pense que j'ai arrêté de reconnaître la personne que tu es devenue. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je me demande si l'appel avait été coupé. Finalement, il a parlé. Je ne sais pas quand tout a changé. Moi, si, mais l'expliquer n'aurait rien accompli. La vérité était que les mariages s'effondrent rarement à cause d'un événement dramatique unique. Ils s'effondrent à cause de milliers de petites décisions. De milliers de moments où une personne se choisit elle-même plutôt que la relation. De milliers d'opportunités de montrer de la gentillesse, du respect, de la gratitude ou de la loyauté et de choisir de ne pas le faire. C'est ce qui nous est arrivé. Pas du jour au lendemain, mais sur des années. Après avoir raccroché, je suis resté dehors pendant près d'1 heure, à réfléchir, à me remémorer. Le plus étrange avec le chagrin d'amour, c'est que même après que quelqu'un vous ait profondément blessé, vous pleurez encore qui il était.
Ou peut-être qui vous pensiez qu'il était. Au cours des semaines suivantes, la vie s'est installée dans un nouveau rythme. La procédure de divorce s'est poursuivie. Les avocats ont échangé des documents. Les divulgations financières ont été complétées. La paperasse a avancé dans le système exactement comme prévu. Rien de dramatique, rien de théâtral, juste la réalité. Pendant ce temps, Lily est venue plus souvent. Notre fille avait maintenant 21 ans et finissait l'université. Elle avait géré le divorce mieux que je ne m'y attendais. Pas parce qu'elle n'était pas blessée, mais parce qu'elle avait vu plus que l'un ou l'autre de nous ne le réalisait. Un après-midi, nous étions assises ensemble dans un café du centre-ville quand elle m'a surprise. Je savais que papa trompait. J'ai presque laissé tomber ma tasse. Tu le savais? Elle a hoché la tête. Pendant des mois. Mon estomac s'est serré. Pourquoi n'as-tu rien dit? Elle a regardé son verre, puis a haussé les épaules avec tristesse. Parce que je pensais que tu le savais déjà. La réponse m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Les enfants remarquent plus que les parents ne le réalisent. Bien plus. Lily a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. Tu mérites mieux, maman. Des mots simples. Pourtant, ils ont presque fait monter les larmes à mes yeux. Pas parce que j'avais besoin de validation. Mais parce que les entendre m'a rappelé combien de ma vie j'avais passé à accepter moins que ce que je méritais. Au cours des mois suivants, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai recommencé à profiter de ma vie. Pas d'une manière dramatique comme dans un montage de film. De manières ordinaires, réelles. J'ai rejoint un groupe de randonnée du week-end. J'ai repris contact avec de vieux amis. J'ai fait un court voyage au Colorado. J'ai commencé à accepter des projets de conseil que j'avais refusés auparavant. Petit à petit, le monde est devenu plus grand. Pendant des années, ma vie avait tourné autour de la gestion des crises créées par l'ego de quelqu'un d'autre. Sans ce fardeau, j'avais soudain de l'énergie pour moi-même. Le contraste est devenu encore plus frappant chaque fois qu'Eric appelait. Et il continuait d'appeler. Pas constamment, mais suffisamment. Chaque conversation révélait une autre pièce de la réalité qu'il affrontait. Le premier choc majeur concernait ses finances. Eric s'était toujours vu comme l'architecte principal de notre richesse. Maintenant, il découvrait à quel point cette compréhension était incomplète. Plusieurs investissements qu'il supposait appartenir également à nous deux provenaient de fonds hérités. D'autres comptes avaient grandi grâce à des stratégies financières que j'avais passé des années à développer et à gérer. Il n'était pas ruiné. Loin de là. Mais il n'était pas aussi riche qu'il l'imaginait. Cette prise de conscience semblait l'ébranler profondément. Puis sont venus les problèmes professionnels. Au début, ils étaient subtils. Une opportunité d'affaires retardée. Un partenariat qui s'est soudain refroidi. Un client devenu difficile à joindre. Rien de catastrophique. Pourtant, le schéma continuait. Un soir, pendant un appel téléphonique, Eric semblait sincèrement confus. Je ne comprends pas. Comprendre quoi? Les gens me traitent différemment. Je n'ai pas répondu. Parce que je savais déjà pourquoi. Des années plus tôt. Mon père avait discrètement présenté Eric à plusieurs personnes influentes de son secteur. Pas parce qu'Eric avait demandé. Parce que mon père voulait soutenir notre famille. Beaucoup de ces relations ont évolué en opportunités. Beaucoup d'opportunités ont évolué en succès. Avec le temps, Eric s'était convaincu qu'il avait tout construit seul. Maintenant, ces mêmes connexions s'estompaient, non pas parce que quelqu'un le punissait. Simplement parce que les relations nécessitent de l'entretien et de la gratitude. Deux qualités qu'Eric avait négligées pendant des années. Le moment le plus douloureux est venu vers la fin de l'été. Eric a appelé tard un soir. Sa voix semblait vaincue. Pas en colère, pas effrayée, vaincue. Claire. Oui, je pense que je comprends maintenant. J'ai attendu. Puis il a dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre. J'ai jeté la mauvaise personne.
Les mots sont restés entre nous. Lourd. Honnête. Trop tard. J'ai fermé les yeux. Pendant un bref instant, j'ai ressenti de la tristesse. Pas de la satisfaction. Pas du triomphe. De la tristesse. Parce qu'à ce moment-là, je savais quelque chose qu'Eric ignorait. Les conséquences les plus dures n'étaient pas financières. Elles n'étaient pas légales. Elles n'étaient pas professionnelles. La conséquence la plus dure était de réaliser que les personnes qui vous aimaient vraiment sont souvent invisibles jusqu'à ce qu'elles soient parties. Et au moment où vous les voyez enfin clairement, il est peut-être déjà trop tard. Au moment où l'automne est arrivé, le divorce était passé du choc à la réalité. Les feuilles de notre quartier ont pris des nuances de rouge et d'or. Les enfants remplissaient les trottoirs en se rendant à l'école. Et la vie continuait avec son rythme habituel. L'une des leçons les plus étranges que j'ai apprises pendant cette période était que même les événements qui changent la vie finissent par devenir normaux. Au début, chaque document de mon avocat semblait significatif. Chaque appel téléphonique portait un poids émotionnel. Chaque conversation semblait liée à la fin de mon mariage. Puis progressivement, ces choses sont devenues routinières. Le divorce n'était plus toute ma vie. C'était simplement une partie de celle-ci. Et cette prise de conscience semblait étonnamment libératrice. Un samedi matin, je nettoyais un placard à l'étage quand j'ai trouvé un vieil album photo. Je me suis assise par terre et ai commencé à tourner les pages. Il y avait Eric à 25 ans debout à côté de notre premier appartement. Il y avait nous tenant la petite Lily nouveau-née, des vacances en famille. Des fêtes d'anniversaire, des voyages de camping, des matins de Noël. Pendant un moment, j'ai simplement regardé, sans pleurer, sans sourire, juste en me souvenant. Les gens supposent souvent que passer à autre chose nécessite d'effacer le passé. J'ai découvert que c'est l'inverse qui est vrai. La guérison vient d'accepter le passé tel qu'il était, à la fois le bon et le mauvais. Eric m'avait blessé. C'était vrai. Mais il était aussi vrai que nous avions autrefois construit quelque chose de significatif ensemble. Prétendre le contraire aurait été malhonnête. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Eric, ai-je répondu. Salut. Salut. Sa voix semblait différente de celle des appels précédents. Plus calme, plus mesurée. Il y avait moins de panique en lui maintenant, moins de déni. Nous avons parlé pendant plusieurs minutes de questions pratiques liées au divorce. Évaluation de propriété, documents fiscaux, délais. Finalement, la conversation a changé. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que ton père m'a déjà aidé à obtenir mon premier compte régional? J'ai marqué une pause. La question m'a surprise. Oui. Silence. Alors je pensais l'avoir gagné tout seul. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Le jardin était couvert de feuilles mortes. Pendant un moment, j'ai imaginé mon père. Un homme bien, un homme humble. Le genre de personne qui aidait les autres discrètement et n'attendait jamais de reconnaissance. Tu l'as gagné, ai-je dit. Que veux-tu dire? Mon père a ouvert une porte. J'ai marqué une pause. Tu l'as franchie. Un autre silence. Puis j'ai ajouté, mais ouvrir les portes compte aussi. Cela semblait l'avoir frappé durement. Parce que ce qu'Eric avait commencé à découvrir au cours des derniers mois n'était pas que ses accomplissements étaient faux. Il ne l'était pas. Il avait travaillé dur. Il avait construit des relations. Il avait développé des compétences. Le problème était qu'il avait réécrit l'histoire dans son propre esprit. Avec le temps, il avait effacé chaque personne qui l'avait aidé en chemin. Il avait transformé chaque succès partagé en victoire personnelle. Maintenant, il était forcé d'affronter une version plus honnête de la réalité. Et cette réalité n'était pas confortable. Au cours des mois suivants, d'autres vérités ont fait surface. Certaines étaient financières, d'autres professionnelles, beaucoup étaient personnelles. Un après-midi, j'ai reçu un appel d'un ami de longue date de la famille nommé Richard. Richard nous connaissait, Eric et moi, depuis près de 20 ans.
Après quelques minutes de conversation banale, il a hésité. Puis il a dit quelque chose d'intéressant. Eric m'a contacté. Je n'étais pas surprise et Richard a soupiré. Il voulait de l'aide pour se connecter avec un client. J'ai attendu. Il semblait choqué quand j'ai refusé. Un sourire triste a traversé mon visage. Ça ressemble à Eric. Richard a ri doucement. Puis son ton est devenu sérieux. Tu sais ce que je pense qu'il s'est passé? Quoi? Pendant des années, il pensait que les relations étaient des transactions. Je suis restée silencieuse. Maintenant, il apprend que ce sont des investissements. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi longtemps à cette phrase. Les relations sont des investissements, pas des investissements financiers. Des investissements humains. On les construit par la constance, la confiance, le respect, la gratitude. On ne peut pas les négliger pendant des années et s'attendre à ce qu'elles restent inchangées. Le même principe s'applique au mariage, aux amitiés et aux familles. Tout ce qui vaut la peine nécessite de l'entretien. Autour de la fête de l'Action de grâce, Lily est rentrée à la maison pour les fêtes. Nous avons passé la majeure partie de la journée à cuisiner ensemble. Rien de sophistiqué. De la dinde, de la purée de pommes de terre. Des haricots verts, de la tarte à la citrouille. La tradition américaine habituelle. À un moment, elle a regardé autour de la cuisine et a souri. Tu sembles plus heureuse. J'ai ri. C'est si évident? Très. Sa réponse était immédiate. Puis elle est devenue pensive. Tu sais, après le départ de papa, je m'inquiétais que tu deviennes amère. J'ai remué la sauce en réfléchissant à ces mots. Honnêtement, je m'inquiétais aussi. Et j'ai souri. J'ai réalisé que l'amertume lui donnerait un pouvoir qu'il ne mérite pas. Lily a hoché la tête comme si elle espérait cette réponse. La vérité était que la vengeance avait changé de sens pour moi. Au début, je voulais des conséquences. Je voulais de l'équité. Je voulais que la réalité rattrape Eric. Et cela s'est produit. Mais finalement, j'ai découvert quelque chose de plus satisfaisant. La liberté. Une vraie liberté. La liberté d'arrêter d'organiser ma vie autour des erreurs de quelqu'un d'autre. La liberté d'arrêter de porter du ressentiment. La liberté d'avancer. Cet hiver-là, mon entreprise de conseil s'est considérablement développée. Un ancien collègue m'a offert une opportunité de partenariat. Plusieurs nouveaux clients sont arrivés. Pour la première fois depuis des années, je me sentais professionnellement énergisé. Pas parce que je devais prouver quelque chose, mais parce que j'appréciais vraiment le travail. Un soir enneigé de janvier, près de 10 mois après qu'Eric soit parti pour l'Europe. Il a appelé à nouveau. Le divorce était presque finalisé. La plupart des problèmes majeurs avaient déjà été résolus. Sa voix semblait fatiguée. Plus âgée d'une certaine façon. Claire. Oui. Je te dois des excuses. Je suis restée silencieuse. Pas parce que je ne voulais pas les entendre, mais parce que je voulais qu'ils continuent. Pour une fois, sans interruption, sans excuse, sans qualification. Et il l'a fait. Pendant plusieurs minutes, il a parlé. Pas d'argent, pas de règlements légaux, pas de Vanessa. Il a parlé de lui-même, de son arrogance, de son égoïsme, de son sentiment d'entitlement. De la façon dont il avait tenu les gens pour acquis. De la façon dont il avait traité la loyauté comme quelque chose d'automatique, de permanent. De garanti. Quand il a enfin fini de parler, aucun de nous n'a rien dit pendant un moment. Puis j'ai demandé doucement, « Tu le penses vraiment ?» Oui. La réponse est venue immédiatement. Pas d'hésitation, pas de performance, juste de l'honnêteté. Pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Pas parce qu'il voulait quelque chose, mais parce qu'il avait enfin arrêté de faire semblant. Après avoir terminé l'appel, je suis resté assis seul dans mon salon pendant longtemps. À réfléchir. Le plus étrange était que d'entendre ces excuses ne me donnait pas envie de le reprendre. Cela m'a simplement donné une clôture. L'homme qui avait autrefois quitté l'aéroport convaincu d'avoir gagné n'existait plus.
À sa place se tenait quelqu'un de plus humble, de plus sage. Quelqu'un forcé d'affronter les conséquences de ses choix. La transformation lui avait coûté cher, mais peut-être pas aussi cher que de rester inchangé. Un peu plus d'1 an après qu'Éric ait quitté notre mariage. Je me suis retrouvé debout dans la salle de bal d'un événement de collecte de fonds caritatifs dans le centre de Chicago. La salle était élégante sans être extravagante. Des tables rondes remplissaient l'espace, des conversations flottaient dans l'air. Et un trio de jazz jouait doucement près de la scène. Des chefs d'entreprise, des directeurs d'organismes sans but lucratif. Des entrepreneurs locaux et des bénévoles communautaires se mélangeaient sous des lustrants cristal. 1 an plus tôt, je n'aurais jamais assisté à quelque chose comme ça seul. Pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je ne l'aurais pas fait. Pendant trop d'années. J'avais construit mon emploi du temps autour des priorités de quelqu'un d'autre. Maintenant, je construisais une vie autour des miennes. J'ai accepté un verre d'eau pétillante d'un serveur qui passait et ai pris un moment pour regarder autour de moi. L'événement n'était pas lié à mon divorce. Il n'était pas lié à Éric. Il n'était pas lié à la vengeance. Et cela était peut-être le plus grand signe de combien ma vie avait changé. Le divorce avait été finalisé des mois plus tôt. La procédure légale était terminée. Les questions financières étaient réglées. Les blessures émotionnelles avaient largement guéri. Pas parfaitement, pas complètement. La vie ne fonctionne pas ainsi, mais suffisamment. Suffisamment pour avancer. Suffisamment pour se sentir à nouveau pleine d'espoir. Suffisamment pour profiter vraiment d'une soirée sans porter le poids du passé. Je parlais avec un client quand j'ai remarqué un mouvement de l'autre côté de la salle. Une silhouette familière venait d'entrer. Pendant une seconde, j'ai presque eu du mal à le reconnaître. Puis je l'ai fait. Éric. Il semblait plus vieux. Pas dramatiquement plus vieux, juste différent. Sa posture avait changé. Son assurance ne portait plus l'arête d'arrogance qui le définissait autrefois. Il y avait de l'humilité dans sa façon de bouger maintenant. De l'humilité et peut-être un peu de regret. Il ne m'avait pas encore vu. J'ai reporté mon attention sur la conversation et ai continué à parler naturellement. 1 an plus tôt, sa présence aurait ruiné ma soirée. Maintenant, elle la changeait à peine. Cette prise de conscience m'a surprise parce que la guérison ne se mesure pas à la quantité de colère que l'on ressent. Elle se mesure à combien le passé a encore peu de contrôle sur vous. Environ 20 minutes plus tard, j'ai senti quelqu'un s'approcher. Je me suis retourné. Éric se tenait là. Pendant un bref instant, aucun de nous n'a parlé. Puis il a souri poliment. Claire. Salut, Éric. Il avait l'air nerveux. Sincèrement nerveux. L'ironie ne m'a pas échappé. C'était le même homme qui avait autrefois embarqué sur un vol international en croyant détenir tout. Le pouvoir. Maintenant, il semblait incertain de chaque mot. Tu as bonne mine, a-t-il dit. Merci. Toi aussi. Ce n'était pas entièrement vrai. Il semblait fatigué. Mais il semblait plus sain émotionnellement qu'il ne l'avait été pendant les mois les plus sombres. Après notre séparation. D'une étrange façon, la souffrance l'avait rendu plus humain. On peut parler 1 minute, a-t-il demandé. J'y ai réfléchi, puis j'ai hoché la tête. Bien sûr. Nous nous sommes dirigés vers un coin plus calme de la salle de bal. Dehors, par les fenêtres du sol au plafond. La ligne d'horizon de Chicago brillait contre le ciel nocturne. Pendant quelques instants, aucun de nous n'a rien dit. Finalement, Éric a brisé le silence. J'ai presque failli ne pas venir ce soir. Pourquoi? Il a ri légèrement. J'ai entendu dire que tu pourrais être là. J'ai haussé un sourcil. Et je n'étais pas sûr que tu voudrais me voir. L'ancienne version d'Éric ne se serait jamais inquiété de cela. L'ancienne version supposait que sa présence était bienvenue partout. Cette version comprenait les conséquences. Ça ne me dérange pas de te voir, ai-je dit. Son expression s'est adoucie. Puis il a hoché la tête. J'imagine que c'est plus de gentillesse que je ne le mérite.
Pendant plusieurs secondes, nous sommes restés silencieux. Puis il m'a surprise. Je voulais te remercier. J'ai cligné des yeux. Me remercier. Oui. Je ne m'y attendais vraiment pas, pourquoi? Eric a brièvement baissé les yeux avant de répondre. Pour ne pas avoir essayé de me détruire. La déclaration est restée entre nous. Intéressante parce qu'il y avait eu un temps où il croyait vraiment que j'essayais de ruiner sa vie. Maintenant, il comprenait quelque chose de différent. Les conséquences qu'il avait subies n'avaient pas été créées par moi. Elles avaient été créées par lui. J'avais simplement arrêté de le protéger d'elles. Je n'étais pas intéressé à te détruire, ai-je dit. Je le sais maintenant. Il a souri tristement. Je ne le savais pas à l'époque. L'honnêteté dans sa voix semblait réelle. Pas de manipulation, pas de stratégie, juste la vérité. 1 an plus tôt, cela aurait compté plus. Maintenant, cela semblait simplement paisible. J'ai passé des mois à te blâmer, a-t-il admis. Pour tout. Je suis restée silencieuse. Je t'ai blâmé pour le divorce. Il a ri doucement. Je t'ai blâmé pour ma situation financière. Un autre petit rire. J'ai même t'ai blâmé quand Vanessa est partie. Celui-là m'a presque fait sourire. Eric a secoué la tête. Finalement, je suis à court de personnes à blâmer. La déclaration portait plus de sagesse qu'il ne le réalisait probablement. Parce que beaucoup de gens passent toute leur vie à éviter la responsabilité. Très peu développent le courage de se confronter honnêtement. Quand cela s'est produit, a-t-il continué, j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai hoché la tête, puis attendu. J'ai réalisé quelque chose. Quoi? Il m'a regardé directement. La pire chose que j'ai perdue n'était pas l'argent. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas la maison. Encore le silence. Ce n'était pas les opportunités professionnelles. Sa voix est devenue plus calme. C'était la personne qui a passé 18 ans à croire en moi. Pendant un moment, aucun de nous n'a bougé. Le bruit de la salle de bal s'est estompé en arrière-plan. Et voilà. La vérité. Pas dramatique, pas théâtrale, juste simple et dévastatrice. J'ai ressenti de la tristesse, mais pas du genre qui vous brise. Du genre qui vous rappelle que la vie est compliquée. Les gens font des erreurs, parfois terribles. Et parfois ils ne comprennent ces erreurs qu'après que les dommages soient faits. Je suis désolé, Claire. Cette fois, les excuses ont atterri différemment. Pas parce qu'elles étaient plus éloquentes, mais parce qu'elles ne portaient plus d'attente. Il ne demandait pas une autre chance. Il ne me demandait pas de revenir. Il ne demandait pas le pardon. Il disait simplement la vérité. Et la vérité a un certain poids. J'ai hoché la tête. Merci. Un petit sourire est apparu sur son visage. Tu sais, a-t-il dit, pendant longtemps. Je pensais que ton avertissement à l'aéroport était une menace. J'ai ri doucement. Ce n'en était pas une. Je sais. Son sourire s'est élargi. C'était une prédiction. Pour la première fois de la soirée, nous avons tous les deux ri. Pas parce que quelque chose était drôle. Parce que l'observation était exacte. 1 an plus tôt, je lui avais dit qu'il regretterait ce voyage. Pas parce que je planifiais une vengeance. Pas parce que j'avais l'intention de le punir. Parce que je comprenais quelque chose qu'il ne comprenait pas. Les choix ont des conséquences. Et éventuellement, les conséquences arrivent. Toujours. La musique a changé. Les gens ont commencé à se diriger vers la scène pour le programme de la soirée. J'ai jeté un coup d'œil vers la foule. Je devrais y retourner. Eric a hoché la tête. Bien sûr. Pendant un bref instant, nous sommes simplement restés là. 2 personnes qui avaient autrefois partagé une vie. 2 personnes qui avaient pris des chemins différents. 2 personnes qui ne seraient plus jamais mari et femme. Pourtant, d'une certaine façon, aucun de nous ne semblait plus en colère. Avant de partir, je me suis tourné vers lui une dernière fois. J'espère que tu vas bien. Son expression s'est adoucie.
Je vais bien. Puis il a souri. Pas parfait. J'ai ri. Personne ne l'est. Non. Il a secoué la tête. Mais je suis mieux que je ne l'étais. Je l'ai cru. Et étonnamment, j'en étais contente parce que malgré tout, je n'avais jamais voulu qu'Eric soit détruit. Je voulais qu'il soit responsable. Il y a une différence. La responsabilité enseigne. La destruction le fait rarement. En marchant vers la foule, j'ai senti quelque chose s'installer tranquillement en moi. La paix. Pas parce que j'avais gagné. Pas parce qu'il avait perdu. Parce que l'histoire était enfin terminée. La plus grande vengeance n'était pas de prendre son argent. Ce n'était pas de l'humilier. Ce n'était pas de regarder sa vie s'effondrer. La plus grande vengeance était de reconstruire ma propre vie si complètement que sa trahison ne la définissait plus. Et la plus grande leçon était encore plus simple. Ne sous-estimez jamais les personnes discrètes qui tiennent une famille ensemble. Ne confondez jamais la loyauté avec la faiblesse. Ne supposez jamais que les personnes qui vous soutiennent resteront toujours là peu importe comment vous les traitez. Parce qu'un jour elles peuvent arrêter de porter votre poids. Et quand elles le feront, vous découvrirez exactement combien elles portaient. Parfois, la punition la plus douloureuse n'est pas la vengeance du tout. C'est vivre avec les conséquences de ses propres choix. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour réfléchir à son message. Avez-vous déjà vu quelqu'un tenir la loyauté pour acquise pour seulement réaliser sa valeur trop tard? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous appréciez les histoires significatives sur la résilience, la justice et les secondes chances, envisagez de vous abonner et de nous rejoindre pour d'autres voyages comme celui-ci.